Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale, chaque fois que nécessaire, et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Au micro, Dirk Bogaert et Olivier Mazy. Bonjour Dirk. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette émission aujourd'hui, notre décryptage de la loi du 22 août 2021 sur le dérèglement climatique, d'un point de vue social bien entendu. Ensuite, dans l'actualité sociale, 3 points ont retenu notre attention. Les décrets d'application de la loi santé au travail, la télétransmission obligatoire des demandes d'homologation en cas de rupture conventionnelle individuelle, et enfin, un rappel sur les sanctions en cas d'absence de tenue des entretiens professionnels, bilan qui doivent avoir lieu tous les 6 ans. Voilà, vous avez le programme de cette nouvelle édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte donc sur la loi du 22 août 2021, dite Climat et résilience. Comme son nom l'indique, ce texte a pour ambition générale de lutter contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas la première fois qu'une loi comporte des dispositions sociales avec pour objectif de protéger l'environnement. Je pense notamment à la loi d'orientation des mobilités votée en 2019 qui visait à favoriser l'usage des transports plus vertueux pour les trajets domicile-travail. Cependant, cette loi du 22 août 2021 est manifestement plus ambitieuse. En outre, au vu de notre pratique, les nouvelles attributions du Comité social et économique soulèvent déjà des interrogations au sein de certaines entreprises. Oui Olivier, ce retour du terrain explique pourquoi nous avons voulu consacrer le grand angle de cette édition des sociales à ce texte. J'en profite pour souligner d'emblée que la loi du 22 août 2021 ne concerne pas que les prérogatives du Comité social et économique, même si c'est l'un de ses aspects essentiels en droit du travail. Avant de rentrer dans le détail de ce texte, quels sont, à votre avis, Dirk, ses apports essentiels ? L'apport essentiel de cette loi consiste, selon moi, dans l'élargissement des attributions du Comité social et économique. Ces consultations périodiques et récurrentes supposent désormais la prise en compte de données environnementales. La loi ajuste en conséquence les missions des experts comptables qui assistent le CSE dans le cadre des consultations récurrentes. Mais cette loi comporte aussi d'autres mesures. Les formations de certains représentants du personnel s'étendent désormais aux questions environnementales. La négociation annuelle obligatoire en entreprise et au niveau de la branche peut porter sur la transition écologique. Les OPCO, opérateurs bien connus pour accompagner la formation professionnelle, se voient attribuer une mission d'accompagnement des entreprises pour faire face aux enjeux liés à l'environnement. Ce panorama étant dressé, commençons par les modifications les plus significatives qui portent, vous venez de le dire, Dirk, sur les attributions du Comité social et économique. Celles-ci trouvent leur source dans une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. La loi d'août 2021 en a tiré les conséquences à la fois pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles du CSE, du moins dans les entreprises comptant au moins 50 salariés. Effectivement, Olivier, nos auditeurs savent sans doute que le Code du travail prévoit des consultations récurrentes du CSE dans de telles entreprises et sur 3 thèmes. Les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, et enfin, la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi. S'agissant de ces 3 consultations, la liberté laissée à la négociation est importante. Cela veut dire qu'un accord d'entreprise, ou en l'absence de délégué syndical, un accord conclu avec le CSE, peut définir le contenu de ces consultations, leur périodicité, qui ne peut toutefois pas aller au-delà de 3 ans, ou encore les informations qui doivent être données aux syndicats, ou encore les délais de consultation. Cependant, la loi du 22 août 2021 a ajouté aux dispositions d'ordre public, qui ne peuvent donc pas être écartées par la voie de la négociation, le fait que le Comité social et économique doit nécessairement être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les consultations ponctuelles qui portent sur des décisions spécifiques relevant des attributions du CSE doivent également prendre en considération ces données environnementales. Le principe de ces consultations ponctuelles est que le CSE doit être informé et consulté sur l'ensemble des décisions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. À ce titre, on le comprend, les attributions du CSE sont très larges. Il doit, entre autres, être consulté
en amont des décisions qui sont de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, des décisions qui introduisent de nouvelles technologies, ou autre exemple de décisions qui affectent les conditions de travail et d'emploi. Pour toutes ces décisions ponctuelles, le comité doit être consulté sur les conséquences environnementales des mesures qui sont envisagées. Cet ajout textuel est loin d'être simplement cosmétique. Il suppose des aménagements de la part des entreprises dans leur relation avec le CSE. Par exemple, en cas de projet de fermeture d'un site avec à la clé des licenciements pour motifs économiques, il faudra envisager l'impact sur l'environnement de l'abandon des bâtiments, d'une éventuelle dépollution du site et le coût énergétique du transfert de matériel vers un autre site. Et on peut, d'Urk, imaginer de nombreux autres exemples. Il suffit notamment de songer au recours au télétravail et à l'impact environnemental d'une telle mesure. Si le télétravail est en principe mis en place dans le cadre d'un accord collectif, il est à défaut défini dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur qui doit alors, au préalable, recueillir l'avis du comité social et économique, s'il existe évidemment. Dans une entreprise d'au moins 50 salariés qui n'a pas défini les conditions du recours au télétravail par un accord collectif, l'employeur devra donc solliciter le CSE sur les conséquences environnementales attachées à cette mesure. Car d'un côté, le télétravail réduit l'impact carbone des transports des salariés, mais de l'autre, de lourdes pièces téléchargées par Internet ou l'usage de clouds peuvent être néfastes pour l'environnement. On voit ici que la loi du 22 août 2021 oblige l'employeur à prendre en considération de nouveaux éléments et à les soumettre à l'avis du comité social et économique. L'exemple est en effet parlant, et certains praticiens suggèrent même que deux avis distincts soient recueillis, un avis sur l'opération en elle-même et un avis sur ses conséquences environnementales. À mon sens, un simple avis suffit. J'assiste sur un point important pour nos auditeurs qui ressort des développements précédents. En matière de consultation ponctuelle, ce sont les conséquences environnementales de la mesure envisagée qui doivent être intégrées dans la consultation du CSE. En revanche, en matière de consultation récurrente, ce sont les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise qui sont prises en compte, ce qui est plus large. Attention, dans les deux cas, les textes ne définissent pas réellement les indicateurs ou les informations à communiquer au comité social et économique, ce qui risque de générer des difficultés d'application ou d'interprétation avec un risque contentieux. La loi du 22 août 2021 est effectivement restée très vague sur ce point. Certes, elle a renommé la base de données économiques et sociales en base de données économiques, sociales et environnementales, mais elle n'a pas défini clairement les conséquences sur le contenu de cette base. Je rappelle à nos auditeurs que cette base de données est tenue en principe sur un support informatique pour les entreprises d'au moins 300 salariés et sur un support informatique ou papier pour les autres, et qu'elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE. Vous disiez il y a un instant que les incidences de la loi du 22 août 2021 sur le contenu de cette base n'étaient pas clairement définies. Olivier, il faut rappeler qu'un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord avec le CSE peut définir le contenu de cette base de données. Dans un tel cas, la loi d'août 2021 prévoit toutefois que ces accords doivent comporter des informations relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. C'est donc l'accord d'entreprise ou l'accord avec le CSE qui, dans une telle éventualité, définira concrètement les informations environnementales à faire figurer dans la BDESE. La loi détermine évidemment le contenu de cette base en l'absence d'accord le définissant. Mais elle se contente d'indiquer que la base de données doit comporter des informations sur le thème des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise pour les entreprises d'au moins 50 salariés. C'est là une exigence très vague qui s'ajoute à une obligation antérieure à la loi climat et résilience et qui ne s'applique qu'aux sociétés soumises à l'obligation d'élaboration d'une déclaration de performance extra-financière qui a remplacé il y a quelques années les informations de responsabilité sociale et environnementale. Pour résumer, les sociétés soumises à cette obligation de déclaration de performance extra-financière sont des grandes sociétés commerciales qui, selon qu'elles sont cotées ou non, comptent un nombre important de salariés permanents et dépassent des seuils élevés de chiffre d'affaires ou de total de bilan. Oui, et pour ces sociétés comptant au moins 300 salariés, la base de données supplétive, celle dont le contenu n'est donc pas défini par accord, doit, depuis plusieurs années, comporter notamment des informations à propos des conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société.
On comprend que la loi ne pose que des principes en la matière, mais qu'en est-il des textes réglementaires relatifs au contenu de cette base de données, en l'absence d'accord relatif à son contenu? Ils sont sur d'autres aspects particulièrement précis. Oui, Olivier, donc je rappelle que nous parlons bien de la base de données supplétive, celle qui intervient lorsqu'il n'y a pas d'accord collectif relatif à son contenu. Les deux articles de la partie réglementaire du Code du travail qui portent sur le contenu de la base de données ainsi définie sont effectivement très longs. Ils occupent pas moins de 10 pages dans le Code du travail d'Alloz. Cependant, ces deux articles n'ont pas été modifiés depuis 2019 et ils n'intègrent donc pas les évolutions issues de la loi du 22 août 2021. C'est évidemment problématique. La loi impose d'un côté d'intégrer dans les consultations récurrentes des données environnementales, mais dans le même temps, aucun texte ne définit les informations qui doivent précisément apparaître à ce sujet dans les bases de données supplétives. Que peut-on donc recommander aux entreprises? Je recommanderais aux entreprises de s'inspirer des éléments qui figurent dans les déclarations de performance extra-financière, quand bien même elles n'y sont pas soumises. Comme par exemple la consommation d'énergie requise par l'activité de l'entreprise, les nuisances sonores, la consommation d'eau, ou encore les émissions de gaz à effet de serre ou la gestion des déchets. À vous écouter, Dirk, il est évident que ces informations pourront avoir une dimension technique peu intelligible pour les représentants du personnel. La loi du 22 août 2021 en a donc tiré des conséquences en modifiant la formation de ses représentants. En effet, le Code du travail prévoit pour les salariés qui sont appelés à exercer des fonctions syndicales un congé de formation qui intègre désormais cette dimension environnementale. Cette formation portera ainsi sur 3 domaines, l'économique, le social et l'environnemental. Ensuite, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE qui sont élus pour la première fois bénéficient également d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours, pris en charge par le comité. Et il est désormais expressément prévu que cette formation porte notamment sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Dans le même esprit, la loi a modifié les prérogatives des experts comptables lorsqu'ils assistent le CSE dans le cadre des consultations récurrentes. Le Code du travail prévoit aujourd'hui que la mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la qualité de ces 3 consultations. Cela pourrait d'ailleurs faire naître un contentieux sur le caractère nécessaire ou non des documents demandés par l'expert comptable. Et ce d'autant que le Code du travail n'assimile plus, depuis les ordonnances de 2017, les prérogatives de l'expert comptable à celles du commissaire aux comptes pour 2 consultations récurrentes. Celle qui porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et celle qui est relative à la politique sociale de l'entreprise. Il n'est donc pas certain que dans ces 2 domaines, l'expert comptable soit encore, pour reprendre les termes d'une jurisprudence classique et bien connue, seul juge de l'utilité des documents qu'il sollicite. La loi n'a donc pas institué un nouvel expert dédié aux questions environnementales. Ne perdons pas de vue que si l'expert comptable n'a pas, du moins a priori, de compétences particulières en matière écologique, il peut sous-traiter une partie de l'expertise à d'autres experts. Pour clore ces développements relatifs aux attributions modifiées du comité social et économique, il faut rappeler qu'une consultation irrégulière du comité peut entraîner la suspension en référé de la décision en cause, voire une éventuelle condamnation pour délit d'entrave. Les modifications que nous venons d'évoquer doivent donc être prises au sérieux. La loi du 22 août 2021 intéresse également, certes dans une moindre mesure, Dirk, la négociation collective au niveau de l'entreprise. Avant de vous répondre, Olivier, je tiens à souligner qu'on constate le développement d'accords d'entreprise sur ces questions environnementales. C'est vraiment dans l'air du temps. Cela montre que la protection de l'environnement est de plus en plus perçue comme un critère de performance ou d'attractivité pour les entreprises. Ainsi, des études récentes font état d'accords d'intéressement intégrant des indicateurs environnementaux, d'accords d'entreprise relatifs à la mobilité des salariés, incitant à l'usage de moyens de transport écologiques, ou encore d'accords collectifs relatifs à la collecte de déchets et de recyclage. Revenons-en maintenant à ma question sur les apports de la loi du 22 août 2021 à la négociation collective. Et au risque de vous décevoir, Olivier, ils sont assez minimes. Le Code du travail prévoit que dans les entreprises où existe une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans 2 négociations. Une sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L'autre sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Ces règles sont d'ordre public, mais le régime de ces 2 négociations obligatoires peut très largement être dessiné par un accord
collectif. Celui-ci peut notamment définir le calendrier, la périodicité des consultations, qui ne peut donc pas être supérieur à 4 ans, et les thèmes, qui doivent cependant inclure les thèmes qui viennent d'être évoqués, à négocier au niveau de l'entreprise. C'est tout à fait exact, Olivier. Plusieurs articles prévoient logiquement les règles qui doivent être suivies en l'absence d'un accord collectif. Ainsi, dans les entreprises et groupes d'au moins 300 salariés, une négociation doit être engagée tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Et la loi du 22 août 2021 a ajouté une dimension environnementale à cette négociation qui doit répondre aux enjeux de la transition écologique. Cette obligation ne s'applique donc qu'à 2 conditions, si l'on résume ce que nous avons vu ensemble: un effectif d'au moins 300 salariés et l'absence d'accord collectif régissant les obligations de négocier dans l'entreprise. Concluons ce grand angle de la loi du 22 août 2021 en soulignant que les opérateurs de compétences, dits OPCO, sont désormais chargés de 2 missions supplémentaires d'assistance auprès des entreprises. D'une part, les informer sur les enjeux liés à l'environnement et au développement durable. D'autre part, les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique. Nous nous tenons évidemment à la disposition des auditeurs qui aimeraient mettre en application les dispositions qui viennent d'être évoquées ou obtenir des informations supplémentaires. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité sociale. Commençons par un bref retour à la loi du 2 août 2021, dite loi Santé au travail, que nous avions présentée en détail dans notre édition des sociales de février. Nous avions évoqué à ce propos l'adoption imminente de décrets d'application sans lesquels des dispositions essentielles n'étaient pas applicables. Ces décrets viennent d'être adoptés, Dirk. Effectivement, Olivier, 2 décrets ont été adoptés le 16 mars et un 3e le 18 mars dernier. Ils apportent de nombreuses précisions et on ne saurait ici les présenter de façon exhaustive. Soulignons qu'ils précisent notamment les modalités concrètes de mise en œuvre du rendez-vous de liaison. Le salarié absent plus de 30 jours et dont l'arrêt de travail a commencé à compter du 31 mars 2022 sera informé de son droit de bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d'un examen de pré-reprise et de mesures d'aménagement du poste et du temps de travail. Si les visites de pré-reprise sont ainsi favorisées, il en va autrement de certains examens de reprise. En effet, il est désormais prévu que pour les arrêts de travail résultant d'un accident ou une maladie non professionnelle, débutant après le 31 mars 2022, seule une absence d'au moins 60 jours, au lieu de 30 jours auparavant, impose l'organisation d'une visite médicale de reprise. Ces textes apportent également des précisions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels, comme nous l'avions dit. Il doit désormais être conservé pendant au moins 40 ans et être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises au moins 11 salariés. Vous pouvez accéder à ces décrets dans notre application Radio KPMG. Poursuivons ce tour de l'actualité sociale avec le décret du 13 décembre 2021, en vertu duquel les employeurs qui entendent recourir à la rupture conventionnelle individuelle doivent utiliser la télétransmission. Nos auditeurs le savent sans doute, mais un rappel n'est jamais inutile. La rupture conventionnelle d'un CDI suppose en principe que la partie la plus diligente adresse à l'administration, après l'expiration d'un délai de rétractation, une demande d'homologation. Jusqu'au 1er avril 2022, les parties pouvaient, au choix, utiliser le téléservice, qui était souvent employé, ou transmettre un formulaire type CERFA. Ce choix n'existe plus et l'usage de la télétransmission s'impose désormais. Selon le ministère du Travail, ce recours au téléservice permet de s'assurer que les délais légaux et le montant minimum de l'indemnité de rupture ont été respectés. Toutefois, 2 précisions importantes. D'une part, le texte prévoit que lorsqu'une partie indique à l'adresse compétente ne pas être en mesure d'utiliser la télétransmission, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire. D'autre part, cette disposition ne s'applique pas aux conventions de rupture conclues avec des salariés protégés, puisque ces dernières supposent une autorisation de l'inspecteur du travail et non une simple homologation. Enfin, le ministère du Travail a rappelé dans un document questions-réponses actualisé le 17 mars 2022 que pour les entretiens professionnels dits d'état des lieux, qui ont lieu tous les 6 ans et dont l'échéance survenait en 2020 et 2021, l'abondement correctif versé sur le CPF du salarié concerné par l'employeur défaillant devait l'être au plus tard le 31 mars 2022. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez écouter ou réécouter les éditions précédentes des sociales
dans notre application mobile ou sur kpmg.fr. Vous pouvez également consulter nos publications à la page de KPMG Avocat sur le site internet de KPMG. Cette édition des sociales de KPMG touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en juin prochain. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.